Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et c'est toujours depuis mon œuvre de lecture dans mon jardin que je commence ce carnet de bord. On est mardi mais je vais vous repasser en images ma soirée d'hier qui était juste exceptionnelle. Comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, hier soir j'ai eu la chance d'être invitée par Laura Papotage Livresque pardon, et Sophie, de Sophie et ses livres, donc deux de mes copines de mon club lecture, j'ai plus de doigts, qui m'ont invité à passer la soirée de lundi soir sur le plateau éphémère de la grande librairie à Cannes. Comme vous savez, là en ce moment ici dans le sud, c'est le festival de Cannes. Et donc la grande librairie s'est installée sur le vieux port, dans un lieu éphémère monté de toutes pièces pour le festival, où plusieurs émissions se relayent, notamment des émissions en direct. Là en l'occurrence la grande librairie a été préenregistrée, donc hier c'était un enregistrement pour une diffusion qui aura lieu mercredi 24. Et donc j'ai eu la chance d'être parmi le public, donc si j'arrive à vous incruster quelques images aussi de la diffusion du replay, on voit une tache rose dans le public, c'est Laura et moi, on était toutes les deux en rose et la dame qui était à côté de moi était également en rose, donc ça fait une espèce de tache fuchsia dans le public que là c'est drôle, mais voilà, quand bien même l'expérience était fun, mais surtout c'était très chouette. C'était très sympa de voir Augustin Trapenard bien sûr, mais de voir aussi les auteurs. Il y avait Éric Orsena que j'admire beaucoup, un académicien. Il y avait un autre auteur dont j'ai oublié le nom qui s'appelle Éric quelque chose, qui a écrit un livre, c'est pas L'amour des forêts mais c'est un autre truc comme ça. À tout moment je vous mets une image du livre ici, c'est plus facile. C'est un livre qui vient d'être adapté au cinéma par deux réalisatrices et donc il était présenté au Festival de Cannes mercredi. Donc pour moi c'est demain. et voilà, donc il y avait également le réalisateur du film Les Trois Mousquetaires, qui est d'ailleurs toujours disponible dans les salles, et c'était hyper intéressant d'avoir la vision en fait des auteurs et des réalisateurs, scénaristes et réalisateurs, et en même temps animé par Augustin Trapenard. Il y avait une grosse partie sur Alexandre Dumas, qui est l'auteur chouchou de Éric Orsena. Éric Orsena qui est manifestement un spécialiste d'Alexandre Dumas. Et donc on a parlé des Trois Mousquetaires, on a parlé du Comte de Monte Cristo, on a parlé évidemment de la réalisation du film de l'autre Éric, là dont j'ai pas le nom. Mais voilà, enfin on a parlé, eux ils en parlaient, nous on a regardé, mais c'était hyper intéressant. Je dirais que ce qui est rigolo c'est tout ce qu'on ne voit pas, donc c'est tout comment est animé le public, les règles qu'on nous a demandé d'avoir, notamment qu'il ne fallait absolument pas bâiller dans le public. Je trouvais ça très drôle parce qu'il était quand même 23h. Et ma journée de travail a commencé assez tôt, donc j'avais très fortement envie de bâiller, non pas parce que c'était inintéressant mais parce qu'on a la journée dans les pattes et quand vous restez 3 heures assis sur un banc hyper dur, et ben c'est vrai que voilà. Bref, on était très mal assis, mais l'expérience était vraiment chouette, et encore une fois je remercie mes copines d'avoir pensé à moi pour m'avoir permis de réaliser cette expérience là, et donc je suis très contente. Je vous mets quelques images que j'ai pu filmer un petit peu, mais c'est vrai que pendant l'émission on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones bien entendu, donc c'est le un peu avant-après, et voilà, j'ai vraiment profité du moment et j'en suis ravie. Bref, ce matin le réveil était un peu difficile pour moi, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça valait largement le coup. Je suis toujours dans ma lecture du Carsendeus, des meurtres pour lâcher prise. J'ai vraiment pas beaucoup avancé, hein. J'ai lu genre 22 ou 23%, donc je suis à la ramasse. Je vais essayer de l'avancer un maximum là aujourd'hui, demain, parce que je voudrais passer à autre chose, et je voudrais lire autre chose quand même pour le mois de la saga. Que à vous dire d'autre, là il est midi, donc je n'ai pas été à la boîte aux lettres, je pense que j'ai encore rien reçu. J'espère recevoir un jour Pas Salt des éditions Charleston, mais bon, peut-être un jour, peut-être pas.
On verra. Bref, je vous laisse ici et je vous laisse avec les images de la grande librairie. Aujourd'hui on est mercredi et c'est ma pause déj. Je vous prends pas dehors parce que mes petites voisines ont installé leur piscine gonflable et manifestement c'est mercredi et elles s'amusent beaucoup, donc j'entends beaucoup crier, donc c'était pas l'idéal pour vous filmer dehors. Du coup, juste j'ai reçu 2 paquets hier que j'ai récupéré que hier soir dans ma boîte aux lettres. Donc du coup, je vais les ouvrir maintenant. Alors, j'ai un premier colis qui me vient de chez Point. Enfin, il y a écrit édition Point, mais ça m'a l'air grand. Ah, à moins que ce soit deux colis. Ah, si, je sais ce que c'est. Ça, c'est pour vous. C'est pas pour moi. Oui. Et donc j'ai reçu en fait l'édition poche, donc merci à Point, l'édition poche du tome 1 et 2 des meurtres cookies, etc. Là, des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Flock, donc aux éditions Point. Et ça c'est pour vous faire gagner parce que moi je les ai déjà en édition du coup de Cherche Midi bien entendu. Et du coup c'est vrai que les éditions Point m'ont proposé de les recevoir et je leur ai dit non parce que moi je les ai déjà en édition Cherche Midi. Donc on s'est mis d'accord pour que je puisse vous les faire gagner. Alors ça ne sera pas sur YouTube, ça sera sur Instagram. Je vais organiser un concours très bientôt, je pense en juin parce que là j'aurai clairement pas le temps. Donc je vais faire des petites photos pour pouvoir vous montrer ça. Donc dedans il y a le tome 1 Meurtre et pépites de chocolat et le tome 2 Meurtre et Charlotte aux fraises. Vous savez que j'adore cette saga, vraiment, c'est une de mes préfs. Là j'ai le tome 7 à lire, 7 et 8 à lire. D'ailleurs c'est le tome que je vais prendre avec moi à Paris la semaine prochaine. Je l'ai sur liseuse donc c'est parfait, donc c'est le tome 7 que je vais prendre avec moi. Des enquêtes d'Anna Svensson, mais si vous ne connaissez pas la saga et que vous avez envie de la découvrir, c'est l'occasion. Donc voilà, donc sachez que très bientôt il y aura un concours sur mon compte Instagram pour gagner ces 2 tomes. Trop contente. J'espère que vous allez aimer. Du coup, j'ai reçu un autre colis noir avec un seau. Ça ne me dit rien du tout. Oula. Enfin. Alors, il y a cette chose manifestement en chocolat qui s'est manifestement écrasée dans mon colis sur mon livre. Bon, en soi le colis a l'air trop bien, mais il y a du chocolat partout. Je reviens. Plus de peur que de mal. Il s'agit donc d'un colis de la part de Flammarion sur le dernier livre de Fred Vargas sur la dalle. Je suis ultra fan de la couve, de l'ambiance quoi. Le truc est... Donc non, en fait ça va, c'était du chocolat sur toute la couverture là, mais c'est parti. Enfin c'est même pas gras, c'est bien. Voilà, juste là il y a un petit... ça a pris un peu cher, mais je pense que c'est à cause d'un des goodies que je vais vous montrer juste après. Donc je vous lis le petit mot. Chère Estelle, j'ai le plaisir de vous faire parvenir le nouveau roman de Fred Vargas. Nous vous avons glissé les meilleurs compagnons qui soient pour une bonne lecture.
entre autres, un thé noir, une bougie et des chocolats de la maison roux en forme de menhir. Ah, ça devait être ça. Ouais, je suis désolée, mais c'est... Non. J'habite le sud de la France, les gars. Les chocolats, l'été, là, il fait 27 degrés. Voilà, quoi. Qui ne seront pas sans vous rappeler l'intrigue que vous vous apprêtez à découvrir. Yes. Donc, un petit mot de la part de Flammarion. Désolée, j'ai eu du mal à décrypter. Pourtant, c'était pas mal écrit. Hein. Oh, là, il y a encore un tout petit peu de chocolat. Alors, de quoi ça parle? Et après, je vous montre les petits goodies. Alors, le dolmen dont tu m'as parlé, Johan, il est bien sur la route du pont, à 2 km après le petit pont. Ne te trompe pas, hein. Sur la gauche, tu ne peux pas le manquer. Il est splendide. Toutes ces pierres sont encore debout. Ça date de quand, un dolmen? Environ 4000 ans. Donc les pierres pénétrées par les siècles, c'est parfait pour moi. Mais parfait pourquoi? Et cela servait à quoi ces dolmens? Demande Alberg sans répondre. Ce sont des monuments funéraires, des tombes si tu préfères, faites de pierres dressées recouvertes par des grandes dalles. J'espère que ça ne te gêne pas. En rien, c'est là que je vais aller m'allonger, en hauteur, sur la dalle, sous le soleil. Et qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus? Je ne sais pas, Joanne. Bien mystérieux tout ça. Donc je n'ai rien d'autre comme information à part ce petit extrait de dialogue. Et alors dedans, on avait donc effectivement un thé noir de chez Clipper. On avait, qu'est-ce qu'elle avait écrit? Une bougie. Une bougie noire, maléfique. Et je pense que c'est ça qui a frotté et qui a sali un petit peu le livre. Alors c'est parfait parce que juste à côté de moi, j'ai un bougeoir. Alors, il y a beaucoup de... mais du coup, je vais pouvoir utiliser ça. Alors peut-être que j'en mettrai une noire au centre et 4 blanches autour. Ce serait très Cruella d'en faire. Et ensuite, il y avait les chocolats. Et moi, j'avais un petit carnet noir. Petit carnet noir. Avec des lignes. Parfait. Donc lui, il est sans logo, sans rien. Donc, parfait. Et un marque-page qui a manifestement mal vécu le chocolat. Mais pour le coup, je pense qu'il a bien protégé le livre. C'est donc le marque-page du livre, tout simplement. Et après, il y a l'enquête la plus monumentale du commissaire Adamsberg. Ah, mon chat. J'avais fermé la porte parce que mes petites voisines hurlent. D'ailleurs, je sais pas si vous les entendez. Et dans ce cas, j'en suis navrée. Mais donc, du coup, mes chats étaient enfermés dehors. Bah écoutez, je sais pas quand je vais lire ça. En même temps, ça a l'air bien mystérieux. Je sais pas si vous avez déjà lu Fred Vargas. Moi, ça fait partie des auteurs qui m'intriguent énormément, mais que j'ai jamais lu. Donc, du coup, j'ai aucune idée de si j'aime ou j'aime pas. Je pense que j'aime, mais j'en ai jamais lu. Et donc, du coup, je ne sais pas si ça, c'est une suite, parce que comme il y a écrit quand même que c'est l'enquête la plus monumentale du commissaire Adamsberg. Donc, à mon avis, le commissaire Adamsberg a déjà écrit des enquêtes. Donc, c'est sûrement pas le premier Fred Vargas. Je vais regarder de suite. Fred Vargas. Ah, mais c'est une femme, Fred Vargas. Ah, ok, d'accord. Je découvre, hein, je découvre. Alors, Fred Vargas, nom de plume, Frédéric Audon Rousseau. Né le 7 juin 57 à Paris. Alors, ok, Fred Vargas est une femme et elle est française. J'apprends beaucoup de choses. Elle est connue pour ses romans policiers qui mettent en scène pour la plupart le commissaire Adamsberg. Ces livres ont été adaptés au cinéma et à la télévision. Toi, tu te mets là par des câlins, en fait. Alors, du coup, peut-être que Babelio va m'aider. Tac, tac. Allez, plein de prix et tout, en fait. Je savais pas que c'était une femme, je suis désolée. Je sais pas si vous saviez. Alors, du coup, en 91, elle a écrit L'homme au cercle bleu. L'homme à l'envers. En 95, Debout les morts, Sous les nappes. Bon, il faut que je fasse des recherches parce qu'apparemment, il y en a vraiment pas mal. Et je crois que j'en ai un. Je crois que j'ai Quand sort la recluse dans ma palle. Ça me parle cette couverture. Quand sort la recluse, ça me parle. Je crois que je l'ai dans ma palle. Il faut que je vérifie tout ça. Bref, je remercie encore beaucoup Flammarion et Fred Vargas, bien sûr, pour l'envoi de ce livre. Je ne sais pas du tout quand je vais lire ça. Peut-être dans l'été. Un bon petit polar, un petit roman noir. Ce sera peut-être pour moi l'occasion de découvrir du coup le commissaire Adamsberg et peut-être revenir sur d'autres tomes de la série. Je vais de ce pas vérifier que je n'ai pas Quand sort la recluse, mais ça me parle, il me semble que je l'ai. Je ne sais pas dans quel contexte j'ai ce livre. Peut-être que je l'avais acheté, peut-être que je l'avais reçu. Ou peut-être que je ne l'ai pas. Je vais vérifier. Bref, je vous retrouve plus tard.
Je n'ai pas Fred Vargas dans ma palle, donc ce sera mon premier, mais je sais pas pourquoi j'ai ce livre. Peut-être que je l'avais vu passer ou peut-être qu'on l'avait proposé et je m'en souviens plus du tout. Mais voilà, donc merci beaucoup Flammarion et puis moi je vous retrouve plus tard. Je suis en train de faire le montage de mon précédent carnet de bord où je vous parle des Alexander Fleming que je venais de mettre à l'eau, donc c'était jeudi dernier et les voilà. En fait, si vous voulez, donc là elles ont pas encore toutes éclos, hein, donc ça dure assez longtemps la pigeonne. Et celle-là c'était la grosse qui commence un peu à être fatiguée, vous voyez. C'était la grosse qui devait être celle-ci ou celle-là. On commence un peu à retomber, mais les autres, voilà, elles s'ouvrent encore à peine. Mais au niveau de la couleur, on voit bien ici le contraste. Elle commence fuchsia et elle continue pastel quand elle s'ouvre en énorme comme ça. Voilà, et je vous dis pas l'odeur, c'est hyper entêtant. Et alors là, du coup, j'en ai mis d'autres entre-temps. Voilà, des grosses blanches qui s'appellent des pivoines Duchesse, qu'on voit surtout dans les mariages en fait. Donc là notamment j'ai fait un bouquet d'inspiration mariage, cinérea et pivoine française Duchesse. Et alors celle-là elles sentent encore plus fort. J'ai presque mal au crâne en fait d'être restée à côté toute la journée. Mais bon, c'est beau hein. Oh là là. Voilà, donc mon cadre de travail est très floral en ce moment. Mais j'étais en train de monter et je me suis dit ah bah je vais leur montrer à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Aujourd'hui on est vendredi. Waouh, bravo Estelle. Aujourd'hui on est vendredi, je suis un peu décalquée parce que c'est la fête des mères, bientôt. Et donc si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais je suis désolée, je vous parle que de ça, mais effectivement, comme je travaille dans le monde de la fleur, la fête des mères est notre plus grosse date de vente attendue. Donc eh bien on travaille beaucoup, on se lève tôt, on se couche tard, on ne lit pas beaucoup. Désolée pour ma face. Vous voyez ça sonne, donc je n'ai pas une minute à moi. Mais quand bien même je prends le temps, parce que là je viens de boire un café et de me poser. Il est 15h moins 10, j'ai une réunion dans 10 minutes. Et donc je viens vous parler très rapidement. Pour vous dire que j'ai terminé le livre audio sur Audible cette fois, puisqu'en fait j'avais eu des crédits débloqués, donc quand j'ai voulu écouter celui-ci, quand j'ai rencontré Catherine Bardon dans 2 carnets de bord précédents, vous l'avez vu, j'avais commencé La fille de l'ogre, qui est sortie aux Escales en septembre, et je l'ai terminé dans la voiture aujourd'hui quand je suis revenue midi de la production de Calyptus. Et cette histoire est assez incroyable en fait. Donc ici on va suivre Flor de Oro, racontée par Catherine Bardon à la 3e personne. Flor de Oro, c'est la fille de Trujillo, Raphaël, je sais pas comment il s'appelle en vrai, son nom complet. Bref, Trujillo qui va régner sur la République dominicaine pendant 30 ans. Donc des années 1938 à les années 60, j'ai pas les dates, là j'avoue j'ai pas révisé mes dates, mais à peu près on va dire des années 30 aux années 60. Et eh bien il aura de nombreuses femmes et enfants, mais sa première fille, donc avec sa première femme Aminta, sera Flor de Oro. Flor de Oro, c'est une jeune femme qui a le sang un peu métissé et qui rappelle chaque jour au réfé, au chef d'État, donc à Trujillo, à son père, qu'il a une branche de sa famille métissée, pour ne pas dire noire, et que lui déteste. Il veut le renier, il est prêt à conquérir le monde blanc, et en fait il va avoir une espèce de relation amour-haine avec sa fille. Il va la manipuler, il va la contrôler, il va la détester, il va lui souffler le chaud et le froid toute sa vie sur la gueule. Pardon pour les gros mots, mais cette femme va être le pantin de son père toute sa vie. Je veux pas trop vous en dévoiler concernant sa vie intime, parce que ici sa vie intime elle est surprenante, juste incroyable et très très bizarre. Mais c'est une femme qui a été extrêmement malheureuse car elle n'a jamais eu de vraie place. En fait, elle n'avait jamais de vraie place auprès de son père et de sa famille trouriste. Et d'un autre côté, dans les opposants, elle n'a jamais eu sa place non plus parce qu'elle était la fille de Trujillo. En fait, elle aurait rêvé d'être une fille normale, lambda, la fille de personne. Et malheureusement, son nom de famille, sa vie, son histoire lui a collé à la peau toute sa vie.
jusqu'aux enfers, j'ai envie de dire, parce que sa fin de vie est très triste en fait. Et j'ai trouvé ici que Catherine Bardon, alors non seulement elle vous raconte l'histoire avec un grand H et la petite histoire dans ce roman, c'est quand même romancé, il y a des dialogues, il y a des interactions entre les personnages, c'est pas juste les faits qui s'enchaînent à la suite les uns les autres. Évidemment, c'est un ordre chronologique, on commence de l'enfance de Fleur des Oraux jusqu'à sa mort. On va suivre sa vie, ses déplacements, ses rencontres, les hauts et les bas qu'elle aura avec son père, avec sa famille, avec ses hommes, etc. Et j'ai trouvé ça hallucinant, passionnant et en même temps extrêmement actuel. Cette femme donc va décéder en 78, ouais c'est ça, elle va décéder en 78 et je me dis en fait son histoire elle pourrait être de nos jours parce qu'on est dans un monde complètement chamboulé. Mais ça nous parle vraiment et c'est ça qui est un peu flippant parce que je me dis ça pourrait être encore le cas aujourd'hui et ça doit sûrement l'être dans quelques familles extrémistes de quelconque pays dont je ne citerai pas le nom, mais vous voyez ce que je veux dire, cette sensation de se dire on est encore enfermé en 2023 dans les traces d'un passé, dans un carcan familial, dans une oppression paternelle, dans un schéma social ultra paternaliste et masculiniste et tout ça, et d'un autre côté sa liberté à elle, qui n'était que de vivre, de sourire, d'avoir le mot liberté, la vie libre, se couper de ses chaînes de ce père, et ben elle ne l'aura jamais. Parce que au moment où elle le déteste et elle veut couper les ponts, il se manifeste, il lui montre des élans d'amour, et donc elle revient, donc en fait il souffle le chaud et le froid tout moment et à toute sa vie, c'est terrible. Cette manipulation, elle est horrible, cet homme est horrible, et pourtant elle le défend parce que c'est son père et qu'elle a de l'amour pour lui et jusqu'au bout elle le défendra et c'est encore plus dingue parce que nous on a envie de le détester. Bref, je vous refais pas toute l'histoire mais je vous invite vraiment à lire ou à écouter ou à vous renseigner. Moi j'ai été sur Google voir des images, des photos de cette femme, de son mari, de son histoire, parce que je trouvais que c'était complètement dingue. Je n'ai jamais entendu parler de cette femme. Évidemment au Rio on en entend parler, même si en France on voit très rapidement l'histoire finalement de la République dominicaine qui va plutôt en fait être en même temps que le communisme, que Mussolini, que Hitler, enfin, mais en fait tout ça va surpasser l'histoire de Trujillo. Moi à l'école j'en avais pas tant que ça entendu parler, ou très vaguement parce que ça faisait partie du paysage politique du moment. Mais ici, voilà, j'ai appris beaucoup de choses et en même temps j'ai été très très proche de cette femme, très touchée par cette femme qui porte un nom exceptionnel, Fleur des Oraux, fleur d'or, et qui en même temps a une vie terrible. Bref, voilà, donc je l'ai écouté sur Audible. C'était très bien lu, c'était très agréable. Voilà, il est encore disponible chez Les Escales, pas encore en poche. Je pense qu'il aura une sortie poche cet hiver ou l'année prochaine, puisqu'il est sorti pour la rentrée littéraire de septembre ou pas loin. Mais voilà, c'était ma lecture audio Audible. Vous savez que j'ai commencé Atlas Pas Salt, le tome 8 des 7 sœurs sur Nextory. J'ai mis en pause pour finir celui-là. Je fais un peu des allers-retours, mais parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire durer Pas Salt. Donc je me distille des petits trucs, tu sais, des petites minutes, des petits chapitres comme ça. Et genre, juste un petit miam miam miam. Et puis après, je repasse à autre chose parce que je veux pas le dévorer, mais bon, c'est un peu stupide de faire ça aussi d'un autre côté. Donc voilà, donc j'ai terminé ça sur Audible. J'ai Pas Salt sur Nextory. J'ai un autre livre audio en attente, non, que j'avais déjà acheté avec un crédit sur Audible et donc que je vais peut-être commencer. Il s'agit encore d'un Henri Lovenbruck, c'est le tome 3 des enquêtes de Gabriel Joly et donc c'est l'assassin de la rue Voltaire que j'ai ici aux éditions XO. Qui m'avait été d'ailleurs dédicacé par Henri Lovenbruck. Vous savez que j'adore cet auteur pour son aspect historique, que j'apprécie beaucoup d'écouter ses livres. J'avais écouté le tome 2 déjà avec Florence sur Audible, et donc là je me suis dit que j'avais pris le tome 3, et du coup c'est parfait. Je vais peut-être passer à un truc un peu historique mais d'une autre époque, puisque là on est en pleine Révolution française et si vous ne connaissez pas Gabriel Joly, eh ben, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vais pas refaire le récap de la saga maintenant. Mais ça c'est un tome 3, voilà, c'est une trilogie et la saga s'arrête ici avec ce tome 3. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il est 15h moins quelques minutes, donc je vais vous laisser.
Et je vous retrouverai plus tard. Le Graal, Alexia Antil qui commente. Ouh, merci. Trop hâte d'acheter le tome 5 demain. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je suis chez moi et je vais bientôt partir pour aller prendre mon train pour aller à Paris du coup aujourd'hui, puisque je vais rester sur Paris les 15 prochains jours pour le travail et bien sûr le book club MC Beaton que nous organisons avec Florence et Albin Michel. Donc voilà, donc là je suis en plein préparatif, mais avant de partir je voulais faire le point sur mes dernières lectures et sur mes petits achats d'hier en librairie, puisque hier comme vous l'avez vu j'avais mon club de lecture à Cultura avec les copines papoteuses, et je ne suis pas repartie les mains vides, et je voulais faire un point avec vous maintenant avant de partir, parce que je vais pas prendre les livres avec moi, etc. Donc du coup déjà pour ce qui est de mes achats d'hier, donc en fait j'ai sans surprise acheté le tome 5 des McCoy d'Alexia Antil. Bien sûr je ne pouvais plus attendre. Je sais pas si je le prends avec moi à Paris, j'en sais rien, j'ai très envie, mais d'un autre côté j'ai d'autres priorités malheureusement, donc je sais pas si je le prends et je chamboule mon planning de lecture ou pas. Donc c'est un peu le livre en attente sur le début de la pile, donc je ne vais pas vous en parler parce que c'est un tome 5, mais c'est le tome 5 sur 6 de la saga des McCoy, et vous savez que j'ai dévoré le tome 4 la semaine dernière. Voilà, donc je voulais absolument avoir le 5 en ma possession pour me laisser le choix de le commencer ou pas. Mais voilà. Et alors hier, dans notre groupe de lecture, nous avons un nouveau membre qui s'appelle Virginie Platel, et alors la dernière fois j'ai pas pu y assister, mais Virginie Platel est donc autrice, et donc elle fait partie maintenant de notre club de lecture, et elle a la bonne idée d'écrire des romances historiques. Donc comment vous dire qu'après discussion, eh bien j'ai choisi un de ses livres qu'elle m'a très gentiment dédicacé d'ailleurs, et donc j'ai choisi Alchimie amoureuse aux éditions Victoria. J'aime beaucoup la couve, très jolie. Donc Alchimie amoureuse, je voulais le résumer parce que pour le coup là je ne saurais pas vous refaire un récap. Alors, Mandresse les Roses, 1650. Marie Marsac, fille de notaire, a tout de la jeune femme sage et respectable de bonne famille. On attend d'ailleurs d'elle qu'elle contracte un beau mariage avantageux où la passion n'a pas sa place. C'est mal connaître les secrets du cœur de la jeune femme. Passionnée des sciences et des découvertes, elle est à 1000 lieues de songer aux noces. Sous couvert d'être dame de compagnie, elle œuvre aux côtés de la comtesse de Guiche pour soigner les maux des gens, grands ou petits. À une époque où la pratique de la médecine est formellement interdite aux femmes, Marie risque gros et ne peut se permettre le moindre faux pas. Toutefois, sa concentration vacille quand Henri de Vibrac pose les yeux sur elle. Grand, séduisant et autoritaire, le commandant des gardes fait s'emballer son cœur et trouble ses pensées au point d'être dangereux pour les mystères qu'elle dissimule. Donc, en gros, Virginie Platel m'a expliqué qu'elle avait écrit sur Marie Marsac, donc qui est un peu la précurtrice de l'avant-gardiste de Marie Curie, en fait. Et donc voilà, donc c'est évidemment romancé. Elle rencontre le mauvais
mauvais homme, le mauvais gentleman j'allais dire. Et puis bah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas le contexte historique est intéressant, le personnage féminin est un personnage j'imagine fort, et puis une petite romance comme je les aime. Donc je sais pas trop quand je vais lire ça, j'avoue que je pourrais même lire ça maintenant, parce que je m'apprête à avoir 5 heures de train, donc je sais pas trop. D'un côté j'ai envie de le lire pour pouvoir faire un retour à Virginie dans notre prochain papotage livresque. Et d'un autre côté je n'avais absolument pas prévu de lire ça. Donc voilà, donc là on est quand même sur un thème de romance historique, historico. Enfin, c'est un peu moins historique mais voilà, on est quand même sur un thème un peu romantique. Mais moi j'aime bien, je sais pas ce que je lis à 100%, mais franchement de temps en temps j'aime bien. C'est pas désagréable. Donc je vous en reparlerai parce que je pense que je vais pas tarder à le lire, je vais pas mettre trop de temps à le lire. Ne serait-ce que par respect pour Virginie, pour lui faire un petit retour. Donc voilà, Alchimie amoureuse. Et puis il y avait plein d'autres livres aussi qu'elle a écrits qui me tentait énormément, mais bon, j'ai choisi celui-ci pour commencer. Voilà, alors ça c'était mes achats, donc ça va, j'en ai acheté que 2. Sage. Alors sinon, j'ai terminé Des meurtres pour lâcher prise de Kirsten Dunst. Il était temps, j'ai mis 100 000 ans à le lire, mais franchement c'était trop bien, c'est juste que j'avais des dîners et des soirées tous les soirs quasiment cette semaine, donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop lu, puis en plus c'était la fête des mères, c'est la fête des mères qui se prépare, donc c'est une période très intense, donc la journée je fais pas trop de pause, donc ouais, j'avais pas beaucoup lu. Bref, j'ai quand même terminé Des meurtres pour lâcher prise. Donc ici, dans ce 2e tome de Kirsten Dunst, où on mêle le crime mafieux et le développement personnel, c'est quand même, j'ai envie de dire, des opposés plus que clairs. Dans ce 2e tome, on va parler de son enfant intérieur. Donc c'est par rapport au 1er tome qui était plus sur la maîtrise de la pleine conscience. Dans le 2e tome ici, on parle de son enfant intérieur, et en fait on va suivre Björn Diemiel, qui est l'avocat de 2 mafieux les plus terribles de l'Allemagne. C'est leur avocat et c'est lui qui gère leurs affaires. Et en fait Björn va découvrir son enfant intérieur, il va découvrir les blessures de son enfant intérieur qui vont le guider vers des prises de décision ou pas. Et en fait il y a un espèce de jeu de dialogue et de découverte entre son enfant intérieur et lui, comme si c'était un personnage à part entière. Et évidemment il y a un problème autour des mafieux, il y a aussi un problème autour de sa fille, parce que Björn est le papa d'une petite fille de 3 ans, Emily, qu'il adore plus que tout, et il y a un petit souci autour de sa fille, de sa femme et tout ça, en plus des problèmes mafieux et de son enfant intérieur, et il va essayer de jongler avec ces trois sujets-là. Donc c'est vraiment super bien, enfin moi je me suis régalée, c'était très drôle, donc voilà, donc franchement toujours aussi agréable. En vrai ça se dévore, hein. Moi j'ai mis du temps mais clairement ça se dévore. Et là je vois que le tome 3 ça sera Des meurtres pour retrouver son calme, pèlerinage mortel à Saint-Jacques de Compostelle, et ça sera pour novembre. Tac, donc nickel. Voilà, donc si vous connaissez pas, mais c'est vraiment très drôle. Par contre je vous recommande de commencer par le premier, ça s'appelle Des meurtres zen. Ou Des meurtres qui font du bien, je crois. Les meurtres zen, c'est le nom de la saga. Oui, Des meurtres qui font du bien. Voilà, le titre. En fait, la saga s'appelle Des meurtres zen et le titre du premier s'appelle Des meurtres qui font du bien. Et là, c'est Des meurtres pour lâcher prise. Voilà, donc c'était vraiment une trop bonne lecture. Moi, je me suis régalée. J'ai déjà hâte de lire le 3 parce que c'est vraiment très drôle. Voilà, donc je vous le recommande sincèrement. Toujours des avions qui passent. Du coup la question est qu'est-ce que je lis après? Alors j'ai 3 options qui s'offrent à moi, soit le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson que j'ai sur ma liseuse, parce que là je vais prendre donc le train pour 5 heures, donc soit je prends ce tome 7 là que j'ai sur ma liseuse, donc dans tous les cas ça reste une option puisque je prends ma liseuse avec moi, soit je prends de l'avance sur une lecture commune que je devrais commencer avec Florence lundi, donc demain en fait, qui n'est autre que l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont. J'avoue que j'ai bien envie de lire ça maintenant. Enfin, j'ai envie de lire plein de trucs maintenant. Évidemment, je viens de vous parler de romance que j'ai envie de lire maintenant. Mais voilà, je sais pas si je commence
l'affaire Agatha Christie en prenant de l'avance sur ma semaine, puisque ma semaine va être assez intense, donc potentiellement Florence va le commencer en même temps que moi, mais elle va me dépasser et blablabla. Donc celui-là de chez Cherche Midi qui reprend en fait l'histoire de la disparition d'Agatha Christie. Et voilà, en décembre 26. Chaque histoire a ses secrets, chaque mystère a ses raisons. Et voilà, évidemment, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, ça c'est mon option 1. Mon option 2, pardon, puisque le premier c'est Les Enquêtes de Svensson. J'ai une option 3 qui était aussi dans mon planning de lecture du mois de mai pour le mois de la saga. C'est le tome 5 de Blackwater, La Fortune, de Michael McDowell, parce que j'ai quand même bien envie de terminer la saga de McDowell, là, de Blackwater, parce que ça fait 1 an que je l'ai commencé. Et au final, j'avais un bon rythme de lecture sur la fin d'année dernière au niveau de Blackwater, j'en lisais quasiment 1 par mois. Et voilà, je me suis arrêtée au 4. Donc j'ai le 5 et j'ai le 6. Vous l'avez vu, il n'y a pas si longtemps, je me suis acheté le 6 quand j'étais à la librairie Arrêt Livre pour l'intervention avec Valentin Musso. Donc j'ai le 5 et 6 en ma possession. C'est des petits livres, celui-là, voilà, il fait 249 pages, enfin 250 pages. Voilà, 250 pages pile poil. Donc je me dis, je peux le lire dans la journée. En 5 heures de train, ça passe. Donc j'hésite. J'hésite. Ou une romance, parce que ça aussi, hein, ça se dégomme. Donc j'hésite. C'est donc mon dilemme du jour. Vous le saurez très vite, moi je ne le sais pas encore. Je pense que je vais m'arrêter ici, je vais vous laisser et je vous montrerai peut-être quelques plans du train et de la lecture que j'ai choisi, mais sinon on se retrouve dans le prochain carnet de bord. J'espère que vous avez pu noter quelques lectures. Moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao!